Bonjour, nous avons abordé le chapitre les spondyloarthrites. Les objectifs de ce cours, c'est de connaître les différentes spondyloarthrites et leurs manifestations communes, définir les manifestations axiales, articulaires périphériques, anthésopathiques et extra-articulaires, connaître les signes radiologiques, connaître les principes de traitement et de suivi de la maladie. Voici le plan qu'on va suivre. Alors, les spondyloarthrites est un groupe de rhumatisme inflammatoire chronique qui est caractérisé par une atteinte axiale, atteinte articulaire périphérique, atteinte de l'anthèse, des manifestations extra-articulaires qui surviennent sur un terrain génétique commun attesté par la présence de l'HLA-B27. Les entités cliniques regroupées sous le terme de spondyloarthrite sont la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique, les arthrites réactionnelles, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, le SAPHO syndrome, les spondylarthrites à début juvénile et les formes indifférentes. Une nouvelle terminologie a été proposée et nous avons trois formes, la spondylarthrite axiale, radiographique et non radiographique, la spondylarthrite périphérique articulaire, érosive et non érosive et les spondylarthrites périphériques anthésiques. Et pour chaque type, on va rajouter les éventuelles manifestations extra-articulaires concomitantes, telles qu'un psoriasis, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, uveitis ou autres. Par exemple, si nous avons une spondylarthrite axiale non radiographique avec uveitis, ou spondylarthrite périphérique érosive avec psoriasis. Sur le plan épidémiologique, il existe une prédominance masculine et d'ailleurs on retrouve 3 hommes pour une femme qui sont malades. C'est une population qui est jeune, entre 20 et 30 ans. La prévalence de l'HLA-B27 diffère en fonction de l'entité. Par exemple, ça va jusqu'à 95% dans la spondylarthrite ankylosante et 50% dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. L'HLA-B27 n'est retrouvé que dans 4 à 8% de la population générale. La physiopathologie reste encore mal connue malgré la progression rapide des connaissances et il est reconnu que la lésion caractéristique est l'anthésopathie. En effet, il s'agit d'une atteinte inflammatoire, de l'insertion osseuse, d'un tendon, d'un ligament, d'une capsule et cette inflammation évolue vers l'ossification. Les hypothèses actuelles intègrent 3 facteurs de susceptibilité. Premièrement, les facteurs génétiques et donc l'HLA-B27. Le poids des facteurs génétiques intervient pour probablement 90% dans le risque de développer une spondyloarthrite. S'ajoutent aussi les facteurs de l'environnement. Le rôle des infections, notamment par exemple l'arthrite réactionnelle qui se développe après des infections génitales et digestives. Rôle du microbiote intestinal, nous avons une altération de l'équilibre, c'est une dysbiose caractérisée par la raréfaction des bactéries aux propriétés anti-inflammatoires. Le tabagisme joue un rôle néfaste, que ce soit dans le développement de la maladie et dans son activité et sa progression structurale. Et puis troisième facteur, la réponse immune particulière. On assiste à une activation importante de la voie des interleukines 23 et 17, ce qui va engendrer une production excessive de cytokines pro-inflammatoires telles que l'interleukine 23, l'interleukine 17, le TNF-alpha, l'IL-6 et le TGF-bêta. Ces cytokines, ce sont des cibles thérapeutiques potentielles. Sur le plan anatomopathologique, l'anthésopathie inflammatoire évolue en 3 phases. Une phase inflammatoire initiale qui se traduit par des érosions osseuses, une phase de fibrose cicatricielle et puis une phase d'ossification qui peut s'étendre dans le ligament ou le tendon, se forme d'anthésophytes ou au niveau du périoste, donnant l'aspect de position périostée. Alors la synovite qu'on retrouve dans les spondyloarthrites serait probablement secondaire à l'anthésopathie qui est à côté de la synoviale articulaire. Le diagnostic positif, donc on va voir le terrain, la clinique commune aux spondyloarthrites, puis on va voir la biologie et l'imagerie. Le terrain, c'est souvent un homme jeune, moins de 45 ans, il faut voir ce qu'il est tabagique, s'il n'y a pas de cas familiaux dans la famille.
La symptomatologie commune est faite d'un syndrome pelvien, d'un syndrome rachidien, d'un syndrome anthésique, syndrome articulaire périphérique et syndrome extra-articulaire. Ces différents syndromes se manifestent de façon variable d'un sujet à l'autre. Alors, le syndrome pelvien, c'est une atteinte des sacro-iliaques. Les signes fonctionnels, ce sont des douleurs inflammatoires des fesses qu'on appelle fessalgie. Ces fessalgies peuvent être bilatérales, peuvent être unilatérales ou à bascule. Elles peuvent irradier à la face postérieure de la cuisse, donnant un aspect de pseudo-sciatique. L'examen clinique des sacro-iliaques contient plusieurs manœuvres, notamment le Patrick test, le signe de trépied et la pression directe. L'atteinte rachidienne débute classiquement au rachis lombaire, s'étendant secondairement au rachis thoracique et plus tard au rachis cervical. La douleur est classiquement de type inflammatoire. Quelles sont les caractéristiques d'une rachialgie inflammatoire suspecte d'une spondylarthrite? Il faut au moins 4 critères sur 5, notamment un âge de début de rachialgie avant 40 ans, un début insidieux, l'amélioration des douleurs à l'exercice et puis une absence d'amélioration au repos et des douleurs nocturnes. L'examen physique tend à mettre en évidence la raideur rachidienne et c'est traduit par, au niveau lombaire, par une augmentation de la distance doigt-sol et un indice de Schubert qui est moins de 10 plus 4 cm. Au niveau dorsal, on trouvera une syphose dorsale qui est accentuée, une ampliation thoracique qui est limitée, la respiration abdominale qui prend la relève par atteinte de la cage thoracique, par atteinte des articulations sternocostales et de l'articulation manubrio-sternale. Au niveau du rachis cervical, on assiste à une augmentation des distances nuque-mur, occiput-mur, montant sternum et à la langue, on va assister à une attitude guindée de la tête avec perte du retard horizontal comme on voit sur la photo. Maintenant, l'atteinte anthésopathique périphérique. Alors l'anthésite, toutes les anthèses peuvent être touchées avec une préférence pour les membres inférieurs. Parmi les anthésites, l'athalagie est la plus fréquente et la plus caractéristique de la maladie. En effet, c'est une thalalgie d'horaire inflammatoire. Ce n'est pas une douleur qui va réveiller le malade la nuit, mais beaucoup plus au matin, au lever, lors du premier pas, et c'est une douleur qui s'améliore au cours de la journée. Chez un sujet jeune, avec une thalalgie bilatérale ou à bascule, il faut évoquer le diagnostic de spondyloarthrite. La thalalgie peut être inférieure par une atteinte de l'aponévrose plantaire, donc une aponévrosite plantaire inférieure, comme elle peut être postérieure par une atteinte du tendon calcanien, ou bien sûr, ou les deux. Les autres localisations des anthésopathies, au niveau du genou, donc c'est le tendon rotulien, la tuberosité tibiale antérieure, le grand trochanter, la paroi thoracique antérieure, au niveau du bassin, on peut avoir une atteinte des crêtes iliaques qui donnera un aspect de bassin hérissé à la radiographie standard, et puis les anthésopathies ischéatiques. Concernant la dactylite, alors la dactylite, elle donne un aspect en saucisse des orteils ou des doigts. Il s'agit d'une tuméfaction globale de l'orteil ou du doigt en rapport avec l'association d'une anthésopathie inflammatoire distale et l'arthrite, le plus souvent tripolaire au niveau des 3 étages. Alors, concernant le syndrome articulaire périphérique, il se voit dans 20 à 35% des cas. Et toutes les articulations peuvent être touchées, mais il faut savoir que c'est une atteinte beaucoup plus fréquemment retrouvée au niveau des membres inférieurs. Il s'agit d'une oligoarthrite dans la majorité des cas, touchant moins de 3 articulations. L'atteinte de la hanche et de la coxo-fémorale, elle est fréquente et redoutable parce elle met en jeu le pronostic fonctionnel. Au Maroc, elle est beaucoup plus fréquente et précoce par rapport aux formes européennes. Concernant le syndrome extra-articulaire, les signes généraux sont le plus souvent modérés, faits d'asthénie et d'amaigrissement. Ils sont contemporains des poussées inflammatoires de la maladie et ils s'observent plus volontiers dans les formes sévères et du sujet âgé.
Concernant l'atteinte oculaire, on assiste à une uvéite antérieure non granulomateuse qui survient dans 25% des cas. Elle est révélatrice dans 2% des cas. Elle se manifeste par un œil rouge douloureux avec photophobie et vision floue. Risque de récidive et de séquelles, ce qui peut compromettre le pronostic visuel. Et de ce fait, il faut informer tout patient atteint de spondyloarthrite de consulter en urgence en cas d'œil rouge douloureux. L'atteinte cardiaque est faite de troubles de conduction et de rythme et d'insuffisance aortique. Une atteinte rénale faite de néphropathie à dépôt d'immunoglobuline A et surtout d'amylose dans les formes sévères et évoluées. L'atteinte pulmonaire, on peut avoir un syndrome restrictif mis en évidence à l'exploration fonctionnelle respiratoire qui est secondaire à une altération de la mécanique thoraco-rachidienne. La maladie fibrobuleuse, qui est plus rare, peut être responsable de dyspnée, de toux et d'hémoptysie. Il ne faut pas oublier l'ostéoporose, qui est une atteinte osseuse secondaire à la spondyloarthrite ankylosante. Des manifestations neurologiques sont possibles, centrales et périphériques. On peut assister à une compression médulaire, secondaire à une subluxation athéloïdo-axoïdienne ou secondaire à des sténoses osseuses par ossification de ligaments longitudinal postérieur. C'est une forme rare. Les formes périphériques seraient secondaires à l'ossification ligamentaire et des articulations interapophysaires postérieures. On peut avoir des radiculalgies L5, des névralgies cervico-brachiales et des névralgies intercostales. Et donc, le diagnostic doit être évoqué chez un sujet jeune devant des rachialgies d'horaires inflammatoires, des douleurs fessières, une oligoarthrite asymétrique, dont une ou des anthésopathies. Concernant les signes biologiques, alors le syndrome inflammatoire n'est présent que dans 50% des cas. Et donc, en l'absence de syndrome inflammatoire, on ne peut pas éliminer le diagnostic de spondyloarthrite. L'HLA-B27 représente un élément d'orientation devant une situation clinique évocatrice. Il trouve sa place devant l'absence de sacrolite à l'imagerie. Alors, concernant l'imagerie, la radiographie standard, les différentes incidences qui sont utiles, donc là, le grand cliché dorso-lombo-pelvifémoral de face, qu'on appelle l'incidence de décès, la radiographie de bassin de face en charge. Parfois, on peut demander l'incidence des sacroiliacs pour dégager les gaz pour une meilleure interprétation des sacroiliacs. Le cliché dorso-lombaire, face et profil. Les articulations périphériques vont être radiographiées en fonction de manifestations cliniques. Et pour l'atteinte anthésique, on peut faire appel à des radiographies de l'arrière-pied, du bassin et genou. Alors, l'atteinte des sacroiliacs à la radiographie évolue en 4 stades, selon les stades de Forestier, et on peut se les rappeler par ce mot mnémotechnique efficace. Le stade 1, il s'agit d'un élargissement et flou des berges articulaires. Le stade 2, c'est une irrégularité et érosion des berges articulaires donnant l'aspect en timbre de poste. Le stade 3, c'est une condensation des berges articulaires. Et puis le dernier stade, c'est l'ankylose. Donc je vous rappelle que la spondyloarthrite est une maladie ankylosante. Si on regarde cette radiographie de bassin de face, nous avons un aspect normal des sacroiliacs. Sur cette radiographie, on voit une sacroiliite grade 2 à droite et grade 1 à gauche. Sur cette radiographie de bassin de face, on voit une sacroiliite grade 3 bilatérale. Sur cette radiographie, on trouve un grade 4 bilatéral. Au niveau du rachis, les différentes lésions qu'on peut rencontrer, ce sont les syndesmophytes. Les syndesmophytes correspondent à des fines ossifications verticales qui relient les coins vertébraux et dont les formes évoluées donneront un aspect en tige de Beaumont. La spondylite de Romanus, qui est une spondylite antérieure, et c'est une érosion du coin antérieur de chaque vertèbre. Le squarine ou mésocarré, qui est secondaire à la spondylite antérieure. L'ossification des ligaments, notamment interépineux et interapophysaire, donnera l'aspect
en rail de tramway ou en triple rail. On peut assister à des spondylodécites aseptiques et puis l'ankylose des articulations interapophysaires postérieures, ostéoporose et tassements vertébraux. Sur cette radiographie de rachis lombaire de profil, on voit une misocarie de la vertèbre, des syndesmophytes et des lésions de Romanus. Vous voyez ici les syndesmophytes, donc c'est une ossification verticale. On peut assister à la formation de ponts intervertébraux. Comme vous voyez ici, c'est une colonne Bombeau avec une fracture vertébrale attestée par la flèche en regard. Voici une forme de colonne de Bombeau. Donc c'est une ossification de ligaments longitudinal antérieur et postérieur avec des ponts osseux entre les différents vertèbres. Ici, vous avez une radiographie du rachis lombaire avec une ossification des ligaments interépineux et vous voyez l'aspect en triple rail. Ici, c'est une radiographie calcanienne de profil mettant en évidence une épine calcanienne inflammatoire qui a une base d'implantation large, un aspect flou qui permet de la différencier d'une épine calcanienne mécanique où l'épine est fine et bien dessinée. Ici, vous avez une anthésophyte ou une épine calcanienne supérieure au regard de l'insertion du tendon d'Achille qui est inflammatoire. Alors, concernant l'IRM des sacroiliaques et du rachis, quand on a une radiographie standard qui est normale, donc on fait l'IRM. Au niveau des sacroiliaques, elle permet de nous montrer l'œdème osseux sous-chondral qui est les signes en faveur d'une atteinte rhumatismale. Et le rachis, elle va nous montrer les spondylites de Romanus, les spondylodécites aseptiques d'Anderson, les signaux inflammatoires au niveau des ligaments interépineux et interapophysaires et au niveau des articulations interapophysaires postérieures. Vous voyez sur cette IRM du bassin ou des sacroiliaques, on voit l'œdème sous-chondral qui atteste d'une sacroïlite inflammatoire. Au niveau du rachis, on voit les spondylites antérieures et postérieures sous forme d'hypersignaux sur les séquences TIR. Alors pour la TDM des sacroiliaques et du rachis, elle a peu d'intérêt dans le diagnostic précoce, mais elle permet de mettre en évidence les dégâts structuraux, dont sont les formes radiographiques, des érosions, des scléroses, des syndesmophytes et l'ankylose. Sur ce scanner, vous voyez, c'est un aspect de timbre de poste avec condensation des berges des sacroiliaques. Ici, on voit une spondylite avec une érosion du coin supérieur et inférieur antérieur de la vertèbre L4. L'échographie, c'est un outil à la disposition qui permet de mettre en évidence surtout les anthésites, la coxite, les ténosynovites et même des synovites infracliniques et des érosions infraradiologiques dans les formes périphériques érosives. Maintenant, quelles sont les formes cliniques de la maladie? On commence par les arthrites réactionnelles. En fait, ce sont des arthrites aseptiques, c'est-à-dire quand on cherche dans l'articulation, il n'y a pas de germe là-dedans. Mais ils sont déclenchés par des infections à distance transmises par voie sexuelle ou digestive. La forme typique, c'est le syndrome oculo-urétro-synovial, c'est-à-dire qu'il y a l'arthrite, qu'il y a une urétrite et qu'il y a une conjonctivite, une atteinte oculaire. C'est le terme syndrome de Fessinger-Leroy-Reiter. Les germes les plus fréquemment retrouvés, l'urétrite et cervicite non gonococcique, à chlamydier, surtout au mycoplasme, les infections digestives essentiellement Shigella, Yersinia, Salmonella et Campylobacter. Sur le plan clinique, il s'agit d'une oligoarthrite asymétrique prédominant au membre inférieur et qui évolue moins d'un mois après l'urétrite ou la diarrhée. C'est pour incriminer les germes en cause. Plus d'un mois, c'est difficile de rattacher l'arthrite à l'infection en cause. Toujours sur le plan clinique, on aura une conjonctivite, une iridocyclite,
des signes cutanés et muqueux sous forme de balanite, d'érosion du palais ou kératodermie palmoplantaire. Sur le plan biologique, on peut identifier le germe par culture ou sérologie et l'HLA B27 est retrouvé jusqu'à 80%. La radiologie est normale. Sur le plan évolutif, il y a 3 cas de figure. Dans un tiers des cas, c'est une guérison en 1 à 6 mois. Dans un tiers des cas, c'est la récidive. Et puis dans le troisième cas, c'est la chronicité. C'est une forme qui va évoluer vers une spondyloarthrite ankylosante. Deuxième cas de figure, ou deuxième forme clinique, c'est le rhumatisme psoriasique. Alors le psoriasis touche 2% de la population générale. Les lésions cutanées sont souvent retrouvées au niveau des genoux, des coudes, des plis interfessiers, l'ombilic, les ongles et le cuir chevelu. Et d'ailleurs, il faut toujours aller chercher dans ces endroits, même si ce n'est pas rapporté par le patient. 5 à 25% des personnes atteintes de psoriasis vont faire un rhumatisme psoriasique. L'atteinte articulaire précède le psoriasis dans 10 à 15% des cas, ce qui rend le diagnostic difficile. Sur le plan clinique, c'est un rhumatisme qui est très hétérogène. Ça peut entraîner une oligoarthrite asymétrique, une polyarthrite asymétrique dans 15 à 20% des cas, prêtant à confusion avec une polyarthrite rhumatoïde, mais le caractère asymétrique, le fait de pouvoir toucher les interphalangiennes distales, doit alarmer et orienter vers cette entité. On peut avoir une atteinte axiale comme une vraie spondyloarthrite ankylosante et l'atteinte interphalangienne distale peut être sous forme mutilante, donc très destructrice. Voici une image de psoriasis cutanée, psoriasis de cuir chevelu. Il faut aller le chercher dans ces sites de prédilection. Alors, troisième forme, c'est le rhumatisme des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et c'est essentiellement la maladie de Crohn et la rectocolite ulcéro-hémorragique. L'atteinte, là aussi, est polymorphe. Il peut s'agir d'arthrite périphérique, là aussi prédominante au niveau des membres inférieurs. Et ce sont des arthrites souvent rythmées par l'évolutivité de la maladie digestive. C'est-à-dire, le malade fait une poussée intestinale, dans le même temps, il fera une atteinte articulaire. On peut avoir une spondylarthrite ankylosante rare, mais cette fois-ci, l'évolution est indépendante de la maladie digestive. C'est-à-dire le malade est en poussée articulaire, mais il est en rémission digestive. Et puis, troisième cas de figure, c'est une sacroïite isolée. Quatrième entité est le SAPHO syndrome. C'est le syndrome acné-pustulose, hyperostose, ostéite, amicrobienne. C'est un syndrome apparenté aux spondyloarthropathie associant une arthrite sternoclaviculaire ou sacroïaque, une ostéite amicrobienne isolée ou satellite des articulations atteintes, une acné sévère avec pustulose palmoplantaire. L'HLA est présent dans 30% des cas. Voici des images de pustulose palmoplantaire et d'acné sévère au niveau du visage. Les spondylarthrites indifférenciées sont de plus en plus fréquentes, aucun diagnostic est précis et il faut rassurer le malade parce que le plus souvent, ils sont de bons pronostics. Alors, concernant le diagnostic différentiel, devant une atteinte sacroiliaque, une atteinte bilatérale doit faire évoquer une ostéose iliaque condensante. C'est une atteinte non inflammatoire et qu'on retrouve beaucoup plus chez les femmes multipares. Une atteinte sacroiliaque unilatérale, il faut faire attention aux causes néoplasiques, surtout infectieuses, traumatiques ou arthrosiques. Une atteinte vertébrale, mécanique, notamment les ostéophytes de l'arthrose. Et là, l'ostéophyte, je vous rappelle qu'ils ont une orientation qui est horizontale et les syndesmophytes, ils ont une orientation verticale. L'hyperostose vertébrale ankylosante aux maladies de Forestier. Donc les ostéophytes, ils sont beaucoup plus exubérants et le plus souvent latéralisés au niveau du rachis du côté droit. La syphose sénile de Schmorl. Concernant l'atteinte périphérique, articulaire, donc il faut éliminer les autres rhumatismes inflammatoires chroniques et collagénoses ou connectivites, type polyarthrite rhumatoïde, lupus, l'anthésique, devant l'atteinte anthésique, donc anthésique traumatique, fonctionnelle, fragilité tendineuse, métabolique, donc telles que la goutte, le diabète, le rhumatisme à hydroxyapatite
Et puis, le grand problème, c'est la fibromyalgie qui peut donner des atteintes d'allure anthésique diffuse, prêtant à confusion avec une spondyloarthrite. Sur cette radiographie, vous voyez une condensation sur le versant iliaque des articulations avec respect du versant sacré en rapport avec une ostéose iliaque condensante. Sur la radiographie du rachis, nous avons des becs ostéophytiques horizontaux, mais ils sont exubérants en rapport avec une hyperostose verticale. Alors, si on arrive aux critères diagnostiques, plusieurs critères ont été mis en place, notamment les critères d'Amor, qui englobent des signes cliniques, radiologiques, génétiques et sensibilité au traitement, puisque les INS améliorent de façon spectaculaire les spondyloarthrites. Et donc, on doit totaliser plus de 6 points pour pouvoir classer le malade dans le groupe spondyloarthrite. Les critères ASAS sont plus récents pour pouvoir poser le diagnostic à un stade plus précoce. Donc, il y a deux cas de figure. Soit le malade a des rachialgies, soit le malade a une atteinte périphérique. Alors, pour le premier cas de figure, où nous avons un patient qui a des rachialgies plus de 3 mois, âgé de moins de 45 ans, soit il a une sacrolite à l'imagerie, la radiographie standard ou à l'IRM, plus de un critère de spondylarthrite ankylosante sur la liste que nous avons ici, ou bien un HLA-B27 plus deux critères de SPA pour pouvoir le classer dans les spondylarthrites. Alors pour les patients qui ont des symptômes périphériques uniquement, avec une arthrite, anthésite ou dactylite, plus un critère de spondylarthrite ankylosante, à savoir l'uvite, psoriasis, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, infection antérieure, HLA-B27 ou sacrolite à l'imagerie, ou bien deux autres critères de SPA dans l'arthrite, l'anthésite, la dactylite, la rachialgie inflammatoire et l'antécédent familial de SPA. Ça permet de classer le malade dans le groupe spondyloarthrite. Alors maintenant, comment on va évaluer l'activité de la maladie? Nous avons posé le diagnostic, on s'est basé sur des critères. Alors là, l'activité, on fait appel à levier à douleur, axiale, périphérique, inguinale, à levier à fatigue, le nombre d'articulations douloureuses, le nombre d'articulations gonflées dans les arthrites périphériques, l'indice anthésique ou le nombre des anthèses atteintes, le bilan inflammatoire. Il y a deux scores, le BASD et l'ASDAS. Le BASD, c'est le Bath Ankylosing Spondylitis Activity Index. Donc, c'est un indice d'activité et on part d'une maladie active quand il est de plus de 4. C'est un questionnaire qu'on pose au patient qui va répondre et le total, quand il est plus de 4, on est en présence d'une maladie active. L'ASDAS, c'est l'Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score. Alors, il contient la douleur rachidienne, la durée de dérouillage matinal, le VA global du patient, les douleurs et le gonflement périphérique. Tout ça, ils sont cotés entre 0 à 10. On ajoute la CRP sur un logiciel qui est disponible sur le net. Donc, on va avoir un chiffre pour pouvoir classer notre malade. Donc, un malade est dit inactif quand son ASDAS est inférieur à 1,3. Entre 1,3 et 2,1, on parle d'une activité modérée. Entre 2,1 et 3,5, on parle d'une activité forte et très forte activité quand l'ASDAS est supérieur à 3,5. Maintenant, le traitement. Les objectifs du traitement, c'est de réduire, de traiter ou de prévenir l'inflammation, la douleur, la raideur et l'ankylose et les déformations, bien sûr. L'éducation et l'information du patient est une étape fondamentale pour pouvoir intégrer le patient dans sa propre prise en charge. Alors, concernant le traitement symptomatique, il fait appel aux antalgiques immunorelaxants en complément des INS. Elle permet de faciliter la rééducation. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ils sont efficaces à 70%, que ce soit sur les douleurs et la raideur. Ils sont rapidement efficaces et la rechute elle est au bout de 48 heures après l'arrêt. Donc c'est un test thérapeutique et d'ailleurs il figure dans les critères de diagnostic de mort. Il faut donner une dose optimale, préférer la prise nocturne d'une forme à libération prolongée et puis ils peuvent aussi être adaptés au moment douloureux de la journée. La sensibilité, il faut savoir que la sensibilité aux différentes familles est variable d'une personne à l'autre, c'est la variabilité interindividuelle et donc essayez 3 INS au moins avant de conclure à l'échec.
Les traitements locaux ils sont proposés en cas d'arthrite ou d'anthésopathie roubelle au traitement général, tel qu'une infiltration de corticoïdes pour une coxite par exemple, pour une anthésopathie, les synoviorthèses isotopiques, et puis on peut proposer aussi de la physiothérapie. Concernant les traitements de fond, le traitement de fond classique, c'est en fonction de la forme clinique. Si nous avons une spondylarthrite ankylosante avec atteinte périphérique roubelle au traitement symptomatique, on privilégie la salazopérine. Pour le rhumatisme psoriasique, on va beaucoup plus privilégier le méthotrexate. Il faut savoir que ces traitements de fond classiques n'ont aucun effet sur l'anthésite et sur l'atteinte pelvirachidienne. C'est uniquement pour les formes périphériques. La biothérapie, les anti-TNF-alpha, l'anti-L17, l'anti-L23, où leur indication émane des connaissances physiopathologiques, ils sont efficaces en matière de traitement de fond. Ils sont indiqués, pas d'emblée, mais en cas d'échec d'au moins 3 INS pendant 3 mois, échec des gestes locaux, échec des traitements classiques. Les traitements physiques visent à prévenir les déformations rachidiennes. Et puis devant une coxite évoluée, devant les grandes syphoses irréductibles, un traitement chirurgical peut être proposé. Donc en conclusion, la spondylarthrite ankylosante est un rhumatisme inflammatoire chronique avec un potentiel destructeur et ankylosant chez un sujet jeune. On sait que l'inflammation évolue vers l'ankylose et donc c'est la nécessité de faire un diagnostic précoce et de prendre en charge précocement le malade avant l'installation de la raideur.